Le 17 mars 2025 restera comme une date noire pour le sport. 2 mois après le sacre des Lions de la Teranga sur la pelouse de Rabat, la commission d'appel de la CAF a décidé de réécrire l'histoire. Dans cette vidéo, nous analysons les dessous d'un scandale sans précédent. Comment un score de 1-0 acquis sur le terrain est-il devenu un 3-0 sur tapis vert? Nous décryptons les articles 82 et 84 des règlements de la CAF, l'ingérence avérée dans la zone VAR, sanctionnée par une amende ridicule, et le poids diplomatique de la FRMF dans les instances du Caire. Entre analyse tactique du match, étude des rapports d'arbitrage de Jacques Ndala et enquête sur les liens de pouvoir entre Motsepe et le football marocain, nous plongeons au cœur d'un système où le stylo a remplacé le ballon. Le Sénégal est-il la victime d'un complot ou d'une erreur de débutant de sa propre fédération? La crédibilité de la CAN est en jeu. Imaginez, vous courez 120 minutes sous une pluie de laser, vous essuyez des provocations, vous stoppez un pénalty crucial, vous marquez ce but libérateur qui fait basculer tout un peuple dans l'ivresse. Vous soulevez le trophée, vous rentrez au pays en héros, et puis, 2 mois plus tard, alors que la sueur a séché et que le trophée est déjà dans la vitrine de votre fédération, un mail tombe. Un simple document PDF de la commission d'appel de la CAF. On vous explique que vos larmes ne comptent plus, que votre but est annulé, que vous avez perdu 3-0. Ce n'est pas un scénario de film noir, c'est la réalité brutale que vient de subir le Sénégal ce 17 mars 2025. Un braquage en costume-cravate, orchestré non pas sur la pelouse de Rabat, mais dans le silence feutré des bureaux climatisés. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'un match de foot, on va parler de pouvoir, de règlements interprétés à la carte et de la mort programmée de l'éthique sportive en Afrique. Installez-vous, car ce qui va suivre va vous faire bouillir le sang. Pour comprendre ce séisme, il faut d'abord comprendre où nous étions. La CAN 2025 au Maroc n'était pas une simple compétition, c'était la vitrine de la puissance marocaine, une répétition générale pour le Mondial 2030. Le Maroc a investi des milliards, a modernisé ses stades et surtout a consolidé son influence au sein de la CAF. Depuis l'ère Ahmad Ahmad et l'ascension de Patrice Motsepe, le poids de la Fédération royale marocaine de football, dirigée par Fouzi Lekja, est devenu colossal. On parle d'une diplomatie du ballon. Le Sénégal, champion en titre moral, arrivait dans ce tournoi avec une cible dans le dos. Tout au long de la compétition, le climat a été électrique. On a vu des polémiques d'arbitrage dès les phases de poule, des plaintes sur les conditions d'accueil, mais rien ne laissait présager ce qui allait arriver en finale. La finale de Rabat, le 18 janvier, c'était le choc des mondes, l'expertise tactique sénégalaise contre la machine de guerre marocaine. Mais derrière le sport, il y avait déjà des fissures, des rumeurs de couloirs sur des arrangements, sur des pressions exercées sur les commissions d'arbitrage. Le décor était planté pour un drame. Parlons terrain. Tactiquement, Aliou Cissé avait préparé un chef-d'œuvre, un bloc médian ultra compact, empêchant Brahim Diaz de trouver des lignes de passe. Le Sénégal jouait la transition, le Maroc la possession stérile. Les stats à la 89e sont claires. Le Maroc a 65% de possession, mais seulement 0,23 de XG. Le Sénégal attendait son heure. Et là, l'irréparable. Jacques Ndala siffle un pénalty pour le Maroc. Une faute imaginaire. Sur les ralentis, le contact est au mieux léger, au pire inexistant. C'est ici que le match bascule dans l'irrationnel. Les joueurs sénégalais, portés par un sentiment d'injustice accumulé, les lasers dans les yeux, les ramasseurs qui cachent les ballons, décident de quitter le terrain. C'est l'acte de rébellion. Pendant 20 minutes, le monde entier regarde une pelouse vide. C'est cet instant précis que la CAF utilisera 2 mois plus tard pour invoquer l'article 84. Mais attention, le droit sportif est subtil. Le Sénégal n'a pas déclaré forfait. Il a protesté. Ils sont revenus. Ils ont joué. Edouard Mendy arrête le pénalty dans une ambiance de fin du monde. Pape Gueye marque en prolongation. Sportivement, le débat est clos. Mais juridiquement, le piège venait de se refermer. La CAF a attendu que l'émotion retombe pour frapper froidement. C'est ici que l'affaire devient nauséabonde. La CAF a infligé une amende de 100 000 $ à la fédération marocaine pour, je cite, « ingérence dans la zone de contrôle VAR ». Vous vous rendez compte de la gravité du terme? Dans une finale continentale, des officiels du pays hôte sont entrés dans la salle où les arbitres analysent les images. Pourquoi? Pour mettre la pression? Pour choisir les angles de vue?
Si la CAF reconnaît cette ingérence au point de mettre une amende record, comment peut-elle valider les décisions prises sous cette influence? C'est une contradiction juridique totale. C'est comme si un juge disait « le procès a été truqué par des mafieux dans la salle ». On leur met une amende record, mais le verdict de culpabilité reste valable. La commission d'appel, elle, a choisi de faire diversion. Elle a balayé l'ingérence marocaine pour se concentrer uniquement sur le départ momentané des Sénégalais. En utilisant l'article 84 sur le forfait, transforme une protestation de 20 minutes en abandon définitif. C'est une interprétation malhonnête de la loi. Le match a repris avec l'accord de l'arbitre et des délégués de la CAF. S'il y avait forfait, le match ne devait jamais reprendre. En laissant le match se terminer, la CAF a validé tacitement le résultat du terrain. Ce revirement en appel est une exécution politique. Qui sont ces gens dans les bureaux? La commission d'appel de la CAF est souvent critiquée pour son manque de transparence. Dans cette affaire, on sent l'ombre de la géopolitique. Le Maroc est devenu le nerf névralgique du football africain. Ils accueillent tout, les finales de Ligue des Champions, les remises de prix, les séminaires. Cette dépendance de la CAF envers les infrastructures marocaines crée un conflit d'intérêts systémique. Comment la CAF peut être impartiale quand elle est l'invitée permanente d'une des parties? On retrouve les mêmes mécanismes que lors du FIFA Gate, des décisions qui se prennent non pas pour le bien du jeu, mais pour préserver des alliances. Le Sénégal, malgré son poids sportif, n'a pas le même poids politique. La Fédération sénégalaise de football a été naïve de croire que la victoire sur le terrain suffirait. Elle a fait face à une machine de guerre juridique qui a su exploiter la moindre faille, ce départ du terrain, pour effacer une défaite humiliante à domicile. C'est un message terrible envoyé au reste du continent. Vous pouvez gagner le match, mais nous gagnerons le dossier. Et maintenant, le Sénégal a déjà annoncé son intention de saisir le TAS à Lausanne. C'est le dernier espoir de voir la vérité sportive triompher. Mais le mal est fait. La CAN 2025 sera à jamais marquée par ce saut d'infamie. Pour le Maroc, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ils ont le trophée, mais ils ont perdu le respect de millions de fans de foot à travers le monde. On ne gagne pas le cœur des gens avec un article 84. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir même de la compétition. Si demain, n'importe quelle équipe peut contester un résultat 2 mois après en invoquant un incident de jeu mineur, c'est la fin du sport. La CAF de Patrice Motsepe est à un tournant. Soit elle purge ses instances et revient à une stricte indépendance, soit elle finit comme l'UEFA de l'époque Platini, dans longueur. Le Sénégal restera, dans le cœur des puristes, le champion de 2025, car au final, l'histoire ne retient pas les tampons sur un document administratif, elle retient le ballon qui entre dans les filets et le gardien qui s'envole. Partagez cette vidéo, faites du bruit, la vérité du terrain ne doit pas mourir dans un bureau climatisé. C'était votre analyse deep dive de la Foot Chrono, on se retrouve très vite pour la suite de cette affaire au TAS.